Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte du Mr Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. Alors, c'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, on a une petite caméra qui change un peu. C'est une GoPro, parce que je n'ai plus mon joli appareil tout gros là, le Panasonic du Seigneur. Parce que on a commandé le nouveau GH5 du Seigneur. Vraiment le vrai truc de fou que tous les gros youtubeurs ont, ça vaut une couille. C'est 1500 balles le boîtier et 1000 balles l'objectif. Donc c'est horriblement cher. Mais vu qu'il y en a dans les commentaires qui ont dit « Ah le salaud, il doit gagner au moins 3000 € avec YouTube !» On peut se permettre, si on gagne au moins 3000 €, ça veut dire qu'on peut se permettre. Je me suis aussi fait un petit plaisir, je me suis acheté, les amis, un micro-cravate. Donc si je vous parle comme ça, je peux faire de la SMR. Bon, aujourd'hui, les amis, on va débattre d'un sujet qui n'en est pas des moindres. Les voitures qui ont le volant à l'envers. Bah oui, il y a beaucoup de gens qui m'ont mis dans les commentaires, mais quand est-ce que tu nous fais une putain de vidéo sur les RHD? Bon, en vrai, c'est pas comme ça vraiment que vous me l'avez dit, vous m'avez simplement dit, ça serait cool que tu fasses une vidéo d'expliquer comment on importe une voiture d'Angleterre, les intérêts, le but, les points négatifs. Hein, c'était pas une question aussi détaillée, mais je vais vous la détailler parce que c'est dans le cadre d'une vidéo, les amis. Je vais fumer une petite pipette de chicha parce que je suis accro. Quand tu te lèves le matin et que tu te dis putain aujourd'hui je vais travailler et ce soir je vais me pensaille, fumer une petite chicha, ça veut dire que c'est déjà trop tard. Tu es un toxico, tu es condamné, tu es accro à la chicha. Alors comment ça se passe cette fameuse envie? Pourquoi? Tiens, j'ai rencontré ma meuf, elle avait une voiture avec le volant à la droite, elle m'a regardé, elle m'a dit « Ah, toi aussi, t'as une voiture avec le volant à la droite !» On s'est rencontrés, on s'est dit « Putain, on roule tous les deux avec des voitures avec le volant à la droite, on est tombés amoureux, c'est grâce à ça, c'est grâce au RHD qu'on rencontre l'amour de sa vie, qu'on fait des gosses, qu'on fait des enfants, qu'on fonde une famille, c'est avec les voitures qu'on a le volant à droite !» Eh bien non, pas du tout, ce n'est pas une question d'envie, en tout cas pour ma part, c'est simplement une question, en premier lieu, une question financière, les amis. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais moi, vu que c'est une Japs », tu sais, ce genre de puriste que j'aime beaucoup, qui me disent « Ouais, moi j'ai une Japs, et les Japs, elles ont le volant à droite. » Donc ça, c'est le gars qui se refuse de dire qu'il l'a payé moins cher. Après, il y a certaines... Je sais que j'avais un pote qui avait une Skyline R34 du Sen, et je crois que ça n'existe pas en volant à gauche, ou alors ça vaut 100 000 €, quoi. Et enfin, c'est vraiment des cas spécifiques comme... certaines Rolls, je crois qu'Akram a certaines Rolls qui ont le volant à droite parce que ça n'existe pas, enfin il y a certains modèles, certaines versions qui n'existent pas. Et par exemple dans le cas d'Akram, mon frérot Akram, je sais qu'il a quelques Rolls comme ça qui ont le volant à droite, parce que il y a des modèles qui ne sont pas produits en volant normal. Et t'imagines bien que mon frérot Akram, s'il avait eu le choix entre un volant normal et un RHD, il aurait pris un volant normal, je pense. En tout cas, pour ma part, j'ai eu de nombreux RHD, de nombreux right hand drive, c'est comme ça que ça se dit in English. Et les voitures françaises qui ont le volant de l'autre côté, enfin toutes les autres voitures, c'est des LHD, voilà, left hand drive et right hand drive, voilà déjà ce que ça veut dire RHD. Donc dans cette vidéo, on va débattre les amis de pourquoi avoir un RHD, comment avoir un RHD, parce que bien évidemment, il y a un avantage financier, il y a des désavantages. Le premier, pour certains, c'est d'avoir le volant à droite. Il y a aller la chercher. Il y a le côté géographique qui fait que la voiture peut subir voilà, des usures différentes. L'homologation, hein, il y a des papiers à faire, il y a plein de démarches à faire. Donc je vais tout vous expliquer de comment ça fonctionne. On va partir vraiment du moment où tu es en train de faire caca sur tes toilettes, ou chez les toilettes de ta meuf, ou de chez tes beaux-parents, on s'en fout. T'es en train de faire caca, tu te dis putain, ça fait longtemps que j'entends parler de cette putain de saloperie de voiture, comment qu'on fait pour en avoir une dans mon putain de garage? On va partir du moment où t'as envie, et jusqu'au moment où elle est chez toi, frérot, tu vois ce que je veux dire? Le taux de change, les livres sterling, on va parler de tout les potes, ok? On va parler de tout. Bon, commençons par la simple petite base les amis. Pourquoi certaines personnes se dirigent vers un RHD? 99,99% des cas,
c'est par rapport à l'argent. Parce que oui, ça coûte moins cher, oui. Faut pas dire ouais, mais truc, machin. Non, oui, ça coûte moins cher. Alors, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas, mais ne vous inquiétez pas, on vous met pas le couteau sous la gorge, on vous oblige pas à rouler un RHD. Mais le gars qui veut se faire plaisir, hein, au lieu de balancer, par exemple, je vous prends un exemple, la mienne, enfin celle que j'ai offert à ma maman il y a quelques semaines, la M3 E93 V8. Voilà. Donc moi, ce que je voulais, c'était une voiture où j'allais pas être emmerdé, qui était pas kilométrée, qui était jolie. Je voulais la phase 2 avec les phares à LED derrière. Donc voilà, on a chopé une voiture qui a 45 000 miles quand on l'a eu, mais du coup on a été à Strasbourg faire la boutique éphémère, etc. Donc on a fait un peu de borne. Au final, en kilomètres, aujourd'hui elle doit être à 48 000 miles, je pense, ça fait 78 000 bornes. Donc une voiture, voilà, elle a 78 000 bornes, donc la voiture elle n'est pas kilométrée. C'est une phase 2 avec les phares à LED, toutes les petites options qu'on voulait de la phase 2. Voiture très propre en termes de carrosserie, elle est neuve, elle a même pas un coup de portière, elle est vraiment très jolie. C'est une voiture qui était à vendre donc à côté de nous. Je ne me rappelle plus bien la ville. La M3 de ma maman, c'est une voiture très propre, je voulais pas être emmerdé, je voulais pas que ma mère tombe en panne, je voulais une voiture nickel, en gros je l'ai, j'ai pas trop de trucs à faire dessus, elle est vraiment presque prête. Donc l'aspect financier déjà de cette M3, les amis, il faut savoir que moi je l'ai payé 17 000 €. On parle bien en euros. Donc, si tu prends une BMW M3 E93, donc la 93 c'est le cabriolet, la coupée standard c'est la E92, et la 4 portes c'est la E90. Donc, si tu prends cette BMW là, je l'ai payé 17 000 € avec 75 000 km quand je l'ai payé, quand je l'ai eu. Donc, ramenée en France, ça m'a coûté 17 000 pour 75 000 bornes. Voilà, à titre de comparaison, si tu vas en France, et ça vous pouvez le vérifier sur le Bon Coin, sur les autres sites, il y a un petit peu tous les prix parce que t'as des petits chorizo, t'as des petites merguez, t'as un petit peu de tout. Mais si tu prends la même, donc une belle, une propre en phase 2, avec les options qu'elle a, etc., le kilométrage qu'elle a, c'est une 2011, enfin voilà, tu mets à peu près tous ces critères, en France ça vaut 40 000. Voilà, en gros. Là, tu peux peut-être en trouver une à un mec qui la vend pas trop cher, allez, on va dire à 35, mais ça va de, on va dire, très largement, en prenant très très largement, ça va de 32-33 000 € à 40, même t'en as à 50 000 €. Donc voilà, après ça c'est un peu qui veut la vendre, combien il veut la vendre, mais bon, à peu près le marché, c'est 40 000 sur une phase 2 qui a ce kilométrage là avec ces options là, voilà, on parle très précisément de la voiture parce que demain forcément tu prends une qui est en boîte manuelle, parce que celle à ma mère c'est une DKG, donc c'est la boîte 7 à double embrayage, t'en prends une en boîte manuelle qui a 200 000 en France, bah oui tu vas peut-être la trouver à 28 000 €, oui ça c'est sûr, mais nous c'est pas ce qu'on voulait. Donc voilà, en gros pour vous donner un petit peu la différence, on est à plus du double, voilà, en termes de prix. Donc bien évidemment, moi qui ai l'habitude de rouler en RHD, qui connais les démarches et comment ça se passe, etc., heureusement que je préfère garder 23 000 € dans mes poches. Ça, c'est clair et net. Je vais pas foutre 40 000 balles dans une caisse en me disant « Ah maman, fais gaffe, si tu la casses, truc, ma mère, elle va stresser dès qu'elle frotte une jante. » ou si, je veux dire, là, on stresse quand même si on frotte une jante, mais je veux dire, c'est pas une... Je sais pas comment expliquer ça. Ça fait toujours moins chier de mettre une grosse somme d'argent dans une voiture. Plutôt que de mettre, voilà, des fois ça peut éviter par exemple de faire un crédit, ça peut éviter de se dire bah je vends ma voiture tous les jours pour acheter qu'un gros truc, ça peut te permettre des fois de faire un achat qui n'était pas du tout prévu au départ. Des fois tu te dis putain une M3, je sais qu'en France ça vaut aller on va dire 30 000, là t'arrives, t'en as une qui a pas de borne, qui est belle, qui est propre, elle a le volant à droite, oui elle a le volant à droite, mais tu l'achètes 15 000, bah forcément frérot, il y a des gens qui vont se poser la question, qui vont se dire mais attends, est-ce que c'est si chiant que ça? Est-ce que ça le fait? Est-ce que machin? Est-ce que truc? Oh Seigneur, Manta d'Alia là. C'est bon, putain qu'est-ce que c'est bon. 2 charbons, une moitié de charbon dans le caloud, c'est le top du top. Donc moi, pour résumer, j'ai commencé quand j'avais 18 ans. Mon rêve, depuis que j'avais peut-être 15-16 ans que je commençais à m'intéresser aux voitures, mon rêve c'était d'avoir une M3 46, pour moi c'était le Graal. Une M3 46 c'était le Graal. Au départ je voulais une Gold, l'espèce de jaune un peu Gold. Et après j'ai vu le fameux bleu Laguna Seca Blue. J'en parle souvent de cette voiture là parce que ça a été vraiment genre le rêve de ma vie. J'ai eu moins d'effets quand j'ai eu mon R8 et encore moins avec la Ferrari, enfin pour te donner un ordre d'idée quoi. Ces voitures là, la R8, la Ferrari, je kiffe, c'est rigolo, c'est machin. Mais vraiment, quand je suis arrivé sur le parking et que j'ai vu la M346, phase 2, Laguna Seca Blue, cabriolet, posette par terre,
Je l'ai vue comme ça. J'ai regardé ma mère, j'ai dit écoute maman, même si elle est pourrie à l'intérieur, qu'elle est pleine de rouille, que c'est une épave, je la prends. J'en ai rien à foutre. Quand je l'ai vue sur le parking, je vous jure, c'était... Oh, je l'ai vue, je dis c'est pas possible la beauté de la voiture. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça de mes yeux. Donc, au départ, quand j'ai commencé à voir ça, mon rêve c'était une M3. À l'époque où je regardais les M3, il y a eu des belles variances, parce que ça fait 7 ans, il y a eu des belles variances de tarifs. Hein. Il y a eu, quand je les regardais, moi à l'époque, une belle ça valait 30 000. Et tu me diras aujourd'hui, une belle ça vaut 25, tu vois. Elles ont baissé à une époque, mais elles ont bien remonté. Et maintenant, même à 25 000, des fois, elles ont 180 000 km, tu vois. Donc ça, voilà, ça veut plus rien dire. Enfin bon, quand je les regardais, à l'époque, en France, ça valait 30 000 €. Une belle M3 46 cabriolet comme je voulais, moi je la voulais bleue avec l'intérieur bleu, tout. Ça valait 30 000 €. Et j'ai un pote qui avait, ce que je vous disais tout à l'heure, la fameuse Nissan Skyline R34 avec le volant à droite, qu'il avait fait importer du Japon, etc. Et donc c'est lui qui m'avait fait découvrir un peu ça, le fait d'avoir le volant à droite. Je me disais, ah, c'est ouf et tout, c'est chelou, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et donc forcément, les premières questions qu'on te pose 1 milliard de fois quand tu as une RHD, ça fait partie des problèmes d'avoir une RHD. Tout le monde te dit « Ah mais tu fais comment pour doubler ?» Ben je fais comme toi, guignol, je regarde à gauche, voilà, c'est tout. T'es pas 4 mètres, t'es pas à l'opposé du passager, il n'y a pas un bus entre les deux. Bon, si tu prends un Hummer H2, RHD, peut-être que là, il y a une vraie différence, parce que tu peux mettre 4 sièges entre les deux. Mais sur une BM ou un coupé, enfin je veux dire, au lieu d'être là, ton volant, il est là, je veux dire, c'est pas à la mort, hein. Donc, t'as ces putains de questions que je me posais dès le départ, je me disais mais comment on fait pour doubler et tout, tu vois, forcément je me posais ces questions-là. Comment tu fais quand tu vas au drive? Comment tu fais quand tu vas au péage? Et bah des fois, si t'es tout seul, bon moi, pour mon cas, pas de problème, quand je passe un péage, c'est que je vais faire quelque chose avec du monde, je suis jamais tout seul. Quand je vais au McDo, j'y vais rarement, mais quand j'y vais, je suis avec du monde. Donc c'est toujours la personne d'à côté qui s'occupe de ça. Au pire des cas, je veux dire, c'est pas genre ah bah non, bah je l'achète pas, comment je vais faire au péage? Bah au pire des cas, tu décroches ta ceinture et tu tends le bras, frère, tu vois ce que je veux dire? Ou alors tu te gares sur le parking et tu vas dans le McDo. Genre, faut pas non plus, voilà. Enfin moi en tout cas, ça m'a jamais posé de problème. Seul petit inconvénient qu'il faut reconnaître tout de même, c'est quand tu arrives à une intersection en T. Il y a un stop. Libre à toi de le respecter ou pas. Bien évidemment, pour des questions de sécurité, c'est plus pratique de le respecter. Tu dois tourner à droite. Si c'est pas tout à fait perpendiculaire, si toi t'arrives et que le stop est là, et que tu dois aller à droite, mais si la route elle est un petit peu comme ça, tu vois ce que je veux dire, au lieu d'être perpendiculaire, elle est bien comme ça, la route que tu dois prendre. Pour regarder à gauche, des fois ça se met pile dans le montant. Tu sais, le montant du pare-brise et de la fenêtre. Donc des fois, tu es obligé de faire un peu plus ça qu'une voiture normale, ou de te reculer un peu plus pour voir par la fenêtre. C'est le seul petit truc que j'aurais à dire, mais en vrai, moi, ça fait des années que je roule en RHD. Ma mère, je l'ai mis dedans, et ça fait des années, et on n'a jamais eu un problème, on n'a jamais eu un souci, on s'est jamais dit ouais, oh, qu'est-ce que c'est chiant de rouler en RHD. Voilà. Donc en tout cas, pour la conduite, et pour ma part, je peux comprendre qu'il y ait des gens, et je vais en revenir après, ou qui ne comprennent pas, ou qui n'y arrivent pas. Pour ma part, moi, ça s'est passé très bien. Du coup, bah, j'ai eu le déclic quand j'ai vu le prix de la différence de M3, je sais plus combien c'était, mais je sais plus à l'époque, peut-être que j'ai payé dans les 15 000 balles, même 3 bleus. Donc c'était en la moitié, quoi, encore aujourd'hui, mais sur des modèles plus récents, c'est la même chose. C'était plus de la moitié de différence de prix. Donc j'ai dit, bon, j'ai stressé, j'ai passé des nuits à me dire, est-ce que je fais pas une connerie? Comme beaucoup d'entre vous, je pense, qui osent pas passer le pas et qui disent, oh là là, est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que c'est pas bien? Ouais, alors là, t'as tous les gens autour de toi, une fois que tu viens de l'acheter, tu sais, tous les espèces de puristes, là, tous les connards, qui sont jaloux parce que t'as acheté une voiture qui fait 350 chevaux et que t'es jeune, tu vois. Et qui te disent, ouais, mais c'est revendable, tu vas te la traîner au pied, la caisse et tout. Mais espèce d'idiot. Si tu l'achètes 30 000 € ta voiture française, tu vas la revendre dans les 30 000 ou tu vas prendre une petite décote dans le cul, mais je veux dire, tu l'achètes 30 000, tu la revends pour 30 000 avec une vétusté parce que tu as roulé avec et qu'elle est plus vieille. Mais je veux dire, tu l'achètes 30 000, tu la revends 28, quoi, ou dans les 30 000. Mais si tu l'achètes 15 000, tu vas pas la revendre 30 000. Tu vois ce que je veux dire? Tu l'achètes moins cher, tu la revends moins cher, c'est normal. Les gens disent « Oh, mais les RHD, c'est invendable. » Mais frère, un RHD, ça se vend plus vite qu'une voiture normale. J'en ai eu je sais pas combien. Tu mets une annonce d'un RHD, les gens se ruent dessus, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont pas forcément les moyens d'aller lâcher 40 000 dans une putain de caisse, ou d'aller lâcher 20 000, tu vois, dans une, je sais pas, là peut-être que je vais dire une connerie, je connais pas trop le marché, mais genre les Nissan 350Z, là. Moi, j'ai été en chercher à la frontière, j'ai été en chercher pour 4 000 €, 5 000 € des Nissan 350Z. Une belle en France, je suis sûr que ça vaut 12-15, tu vois, entre 12 et 15 000, j'en sais rien, je connais pas vraiment le prix, peut-être que ça a baissé depuis, mais je veux dire, entre mettre 5 000 et 15 000, bah, soit le mec, il va se dire, allez, je me fais un crédit sur 6 ans, je vais m'acheter une caisse, il va la payer tous les mois,
il va se prendre des frais de malade, parce que sur des petits crédits, malheureusement, aujourd'hui, tu te fais un petit peu allumer. Bah non, frère, moi, si mon côté radin va me dire, écoute, prends-en une qui a le volant à l'envers, tu la payes 5 000, et puis ça t'évite de faire un crédit de 10 000, ou alors si t'as les 15 000, comme moi j'ai fait pour la M3, je veux dire, moi je les avais les sous d'acheter une française, mais je préfère garder mes sous de côté, et avoir une voiture moins chère parce qu'elle a le volant à droite. Encore une fois, je précise, moi je suis habitué, je connais, je sais ce que c'est. Donc, voilà un petit peu déjà le bazar. Donc, en termes de prise en main, les amis, moi ce qu'il faut savoir, c'est que je suis habitué, je suis très, dans le délire de l'équilibre, enfin je sais pas comment on dit ça. Moi je suis très pilotage, je conduis des trucs, je suis habitué depuis que je suis tout petit. J'ai fait beaucoup de vélo, j'ai fait beaucoup de motos, j'ai toujours conduit des tracteurs, des camions, des trucs. Donc je savais avant même de l'acheter que ça serait pas un problème pour moi de conduire un volant à droite. Et j'en avais jamais conduit avant d'acheter ma M3, tu vois. Et donc, je savais bien que j'allais pas être emmerdé, tu vois. Je me dis, s'il y a des gens qui y arrivent, je devrais pas ne pas y arriver. Mais attention, voilà, encore une fois, si vous voulez vous lancer dans l'achat d'un RHD, trouvez quelqu'un qui en a une et essayez-la, il est sur un parking et essayez de suivre une ligne et faites attention parce que c'est très rare. Moi, j'ai des potes qui n'ont jamais conduit de RHD où je leur prêtais mes caisses. Ma mère, je lui ai acheté la Z4 RHD. Elle l'a prise. Avant même ça, on avait eu une Porsche Boxster, etc. On avait eu plein de conneries comme ça. Ma mère, elle l'a pris direct. Mais bon, ma mère, depuis qu'elle a 16 ans, famille de paysans, frère. Elle conduisait les tracteurs et tout. Donc c'est pareil, elle avait un petit peu l'habitude de choper un volant et de le manier, tu vois. Mais ma mère, elle a jamais eu de problème. J'ai un pote mon pote qui a racheté la Z4, il a eu aucun souci, il a pris en main très vite. Moi, j'ai eu à peu près, en gros, pour faire du drift, pareil qu'une voiture normale, pour me garer aussi rapidement le long d'un trottoir sans bouffer les jantes, pour vraiment une utilisation comme une autre voiture, ça m'a mis 2000 bornes. Et pour rouler simplement sur la route, sans être trop à gauche, sans être trop à droite, j'ai dû mettre 100 bornes, à être vraiment nickel, tu vois, j'ai dû mettre 100 km. À rouler, hop, t'es un petit peu à gauche, tac, tu te remets, bon, tu te corriges, après tu commences à prendre tes distances, etc. Après, pour commencer à acheter la voiture en drift et te garer le long des trottoirs vraiment cliniques, on va dire 2000 bornes, sans vraiment en fermant les yeux, tu vois ce que je veux dire. Donc en gros, c'est une prise en main très facile, en 50 bornes, 100 bornes, tu sais déjà rouler sans être dangereux, même dès le départ, tu vois, c'est juste que tu fais plus attention. Mais il y a des gens, dédicace à Morgane, mon pote avec qui je fais de la bécane. Un jour, il me dit « Oh, j'aimerais bien essayer ta M3 ». C'était à l'époque où j'avais ma M3 46, mais la deuxième, la rouge. J'ai dit « Vas-y frérot, je vais te la faire essayer, on roule avec ». Déjà, il part par chez moi dans les petits virages. Je dis « Oh, je dis, t'es un petit peu à gauche quand même. » Il était tellement à gauche qu'on était carrément les roues presque dans le fossé en face. J'ai dû prendre le volant pour que le rétrocarbone, il l'éclate pas dans l'arbre. Et je le regardais, je dis mais frère, mais t'es pas handicapé, tu fais de la moto, tu conduis des camions, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je sais pas, c'est chelou ton bordel et tout. Il y arrivait pas, il était vraiment, lui, tu vois, pourtant c'est pas, je veux dire, quelqu'un qui sait pas faire du vélo ou truc, il est fort en motocross, il manie plein de trucs, des engins et tout, et ben lui, il y arrive pas, voilà, c'est pas son truc. Après, on a persisté, on a fait 20-30 bornes, d'un seul coup, il s'est pris un espèce de montant au milieu de la route, il a arraché la biellette de direction, on a braqué les roues de la M3, il y avait la biellette qui pendait comme ça et tout, enfin, il a arraché à la roue avant gauche, il a un peu tout arraché. Donc, mais bon, c'était pas très grave, il n'y avait pas de pièces cassées, c'était juste une rotule de démanchée. Donc voilà, mais comme quoi, même quelqu'un qui est manuel, etc., ça peut poser des problèmes. Quand t'as fait ton choix, que t'as essayé une voiture, que tu te dis, bon, de toute façon, je suis pas abruti, je vais y arriver. Enfin, Morgane, je ne dis pas que t'es abruti. Ce que je veux dire, c'est quand tu sais, ta réflexion est faite, tu te dis, bon, je vais conduire une RHD, je vais m'y faire. Morgane, voilà, là, il a essayé, en plus, on faisait les cons, etc. Bon, peut-être qu'il se serait concentré une heure, il serait arrivé. Je veux dire, c'est juste qu'il n'était pas dans l'optique de se dire, je vais acheter une caisse, je vais faire le truc. Donc voilà, lui, il s'en fout. Donc, mais je veux dire, quand tu es dans l'optique de dire, bon, j'ai fait ma décision, je veux ça. Maintenant, il y a plein d'autres choses qu'il faut anticiper. Comment on ramène la caisse? Alors, premièrement, il faut trouver la voiture. Donc, il y a plusieurs sites internet, Autotrader UK, Gumtree, plein d'espèces de Le Bon Coin, mais de là-bas. Après, il faut trouver une voiture. Il faut, bien évidemment, si tu ne passes pas par un importateur, il faut parler anglais. Tu peux te démerder et tout faire toi-même pour la première fois, c'est pas compliqué. Il faut parler anglais, appeler le mec, voilà, trouver la caisse déjà. Et une fois que tu as trouvé la caisse, que tu as parlé le mec, bon, moi l'avantage c'est que je parle anglais, donc je suis pas trop emmerdé. C'est peut-être une des rares matières où je me suis pas branlé les couilles en cours. Bon voilà, le résultat c'est que j'arrive à me débrouiller en anglais. Donc quand j'ai besoin d'un renseignement ou que ce soit, j'appelle le mec. Donc tu parles avec lui, tu dis... En général, attention, l'Angleterre n'est pas un pays où on tape les compteurs.
L'Angleterre est un pays également, sachant que le continent est assez petit quand même, où les voitures n'ont pas trop souffert. Comparé par exemple à Jersey, qui n'est pas, qui est plus près de la France que de l'Angleterre, mais qui fait partie quand même de là-bas, c'est un peu différent. Les voitures sont en volant à droite aussi. Et c'est une petite île en fait, hein, ça serait un peu comme la Corse mais vraiment détachée de l'Angleterre, mais qui est plus près de la France que de l'Angleterre. Et là-bas par exemple c'est tout petit, ça fait genre 15 km de diamètre. Donc bah, les voitures, elles n'ont pas de borne, mais par contre elles ont toute leur vie pratiquement fait que de la ville, tu vois, vu qu'elles sont là-bas. Donc des fois, tu vois, faut voir l'usure des sièges, voilà, les freins, tout ça. Des fois, sur 100 000 bornes, bah, ça a quand même un impact, mine de rien. Donc en Angleterre, le continent est petit, mais je veux dire, ils ont quand même des grandes routes, etc. Donc l'avantage de l'Angleterre, parce que Jersey, on a ramené déjà des voitures de Jersey, je trouve qu'elles morflent un peu dans le sens où, vu que c'est tout petit, les gens ils font jamais de l'autoroute, et la voiture elle prend jamais, si tu veux, des vitesses un peu élevées, ou alors on va dire, c'est vraiment utilisation vraiment plus ville, quoi. Donc les sièges, tu sens les freins, les rotules, tout ça, ça morfe plus forcément. Donc je préconise pour ceux qui voudraient faire leur premier achat d'aller en Angleterre. Donc comme je disais, les voitures sont pas souvent tapées, les voitures sont souvent propres, le continent est petit, les Anglais sont souvent attachés à leur matériel, et souvent les voitures sont vraiment bien entretenues. Sauf cas exceptionnel, ça peut arriver d'avoir un compteur tapé, ça m'est arrivé de toute façon, hein, qui a été tapé là-bas, et ça peut arriver aussi d'avoir une voiture qui est pourrie. Alors faut faire attention aussi, il y a beaucoup de gens qui disent oui mais là-bas les routes sont salées, etc., les voitures elles prennent cher avec le sel. Ça c'est vrai, il y a des fois des voitures, tu la regardes en dessous, la voiture elle a que 15 ans, oui, parce que pour moi, 15 ans, c'est pas vieux. Hein. Tous les gens qui sont là, oh, ta voiture, elle est de 2012. Ah, mais elle est vieille. Oui, mais frère, si t'es riche pour rouler avec des voitures 2019, bah tant mieux pour toi, ma gueule. Mais moi, pour une voiture qui est de 2010, pour moi, c'est une voiture récente. Donc, même des fois, quand tu te mets en dessous d'une voiture de 2010 ou de 2005, des fois, tu regardes en dessous, mais c'est pourrave. Tout est rouillé, pourri. Par exemple, les Nissan 350Z. Les bas de caisse, souvent, ils sont dépouillés. Bon, il y a plein de voitures qui soufflent, les Boxster et tout, le dessous, c'est de la charpie, le bordel. Tu mets un coup de Karcher, t'as le pot d'échappement qui coupe en deux, les bas de caisse qui tombent par terre, enfin, des fois, c'est vraiment catastrophique. Mais il y a des voitures, genre moi, ma M346, ma bleue, elle avait pas un pet de rouille. Parce que bah, les mecs, ils les nettoient, ils les entretiennent. Et par exemple, la rouge, elle avait un petit peu de rouille, léger, tu vois, des petites conneries, de la surface. Donc, entre guillemets, les amis, il faut faire attention. Voilà, il faut bien demander au vendeur, est-ce que vous pouvez vous mettre en dessous, est-ce que vous pouvez m'envoyer des photos du dessous de la voiture, des bas de caisse, des passages de roues. Il faut vérifier par mesure de sécurité, par exemple les BMW 92 de ces années-là, là, comme la M3 que j'ai ramenée pour ma mère, en général elles n'ont pas du tout de rouille, en général elles n'ont vraiment pas souffert là-bas. Et les E46, les Boxster, tout ça, souvent ça bouffe un peu. Il y a des voitures qui prennent pas, il y a des voitures qui prennent cher, dans tous les cas ça coûte rien de demander au vendeur, de lui dire écoutez, est-ce que vous pouvez m'envoyer des photos ? Oui ou non, voilà, il va vous dire, sinon vous lui dites d'aller se faire foutre. Les problèmes d'acheter en RHD. Maintenant, on va énumérer les problèmes que je vais vous noter sur l'écran, où mon petit Ronan voudra les mettre. Donc, il faut appeler l'anglais, qui va accepter ou pas de vendre à un français. Il faut lui dire, écoutez, je suis français, je vais venir la chercher, c'est pour ça que j'ai un accent, etc. Il y a des anglais qui disent, non, moi je vends à des anglais, je vends pas aux français, je veux pas faire exporter mes caisses. Donc déjà, il y a des gens qui peuvent vous répondre négativement. Mine de rien, ça arrive. Il faut aller la chercher, donc il y a un coût. On va dire, en moyenne, si vous prenez large, que vous prenez le petit restaurant, si vous prenez, faut toujours avoir une roue de secours. Si vous allez là-bas que la voiture vous plaît pas, faut aller en voir une autre. Faut en avoir toujours une deuxième en tête, de se dire voilà. Donc au pire des cas, une petite nuit d'hôtel à 100 balles, un petit truc, un peu de taxi, un peu de bordel et de machin. Bon, en comptant très très large. Et encore une fois les amis, quand je vous dis très large, c'est vraiment très large. Vous comptez 1000 balles pour aller chercher la voiture et la ramener. Après, si vous êtes au Havre, c'est bien moins cher, parce que voilà, moi j'habite à côté de Nantes. Si vous êtes à Marseille, c'est encore différent. Mais bon, si vous êtes pas très loin du centre de la France, il faut compter un billet de 1000 euros. Entre le péage, l'essence, revenir avec les deux bagnoles, péage, machin, ou si vous y allez en avion, ou si vous prenez le tunnel sur la Manche, ou si vous prenez le bateau. Bon, le tunnel c'est bien, ça va assez vite, voilà. Sinon, il y a le bateau, c'est plus long. C'est assez cher. Il faut regarder un petit peu tout, étudier comment y aller. Donc, il y a le coût du transport. Il y a le fait que l'anglais ne veuille pas forcément vendre à un français. Il y a l'état de la voiture là-bas, qu'il faut regarder. Il y a, comme autre problème, mais je ne vais pas mettre le fait que le volant soit à droite, parce que ça c'est logique, si vous allez là-bas, vous êtes déjà au courant. L'autre difficulté, c'est l'homologation du véhicule.
Donc voilà, moi je dirais que les 4 points négatifs pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop dans l'importation d'un véhicule, en Angleterre, aux USA, il y a la DREAL, la DRIR, les mines, enfin parce qu'il faut tout remettre aux normes européennes, c'est vraiment un merdier pas possible, ça vaut dans les... Je sais pas, je dirais dans les 7000 €, c'est très cher pour homologuer une américaine. Donc vaut mieux des fois aller chercher en Angleterre une américaine, parce que si une américaine a forcément le volant du bon côté. Sauf peut-être à part des modèles que je connais pas, mais en tout cas tout ce qui est Corvette, Mustang, Camaro, tout le bazar, elles ont le volant du bon côté en Angleterre. Mais elles sont plus chères. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui explique aussi, je me mélange un peu mais c'est pas grave, mais qu'est-ce qui explique aussi la différence de prix? Le territoire là-bas est plus petit. Et donc il y a une difficulté à revendre les véhicules entre eux qui fait que la décote elle est subie par les gens qui sont là-bas et qui achètent des véhicules neufs. Il y a une décote qui est plus importante. Voilà. C'est pour ça que les voitures là-bas elles sont beaucoup moins chères. Parce qu'à la base, c'est une M3 comme une autre M3, elles vaut le même prix. Mais elles suivent une décote différente parce que là-bas, c'est plus difficile à revendre une voiture, sachant qu'il y a beaucoup moins de gens qui sont prêts à l'acquérir. Donc maintenant, on va parler de l'homologation, les amis. L'homologation. Donc une fois que vous avez décidé d'aller acheter votre voiture, que vous avez pris le bateau, que vous y êtes allé avec une voiture avec un pote, que vous avez pris une tunnel sur la Manche, vous êtes arrivé là-bas, vous parlez un petit peu anglais, vous vous démerdez tout seul, vous avez trouvé votre voiture, vous l'avez assurée. Voilà, vous avez appelé votre assureur, voilà, je vais ramener une voiture qui est en plaque anglaise, vous lui donnez l'IMAT, votre assureur il va vous dire bon je vous l'assure pour la ramener. Une fois que vous la ramenez, comment ça se passe? Vous avez une carte grise qui est un papier A4 rouge qui s'appelle un V5. C'est la carte grise en gros anglaise. Comment ça se passe? La carte grise anglaise, il faut l'avoir pour les importations, il faut qu'elle soit non remplie si vous voulez revendre la voiture en papier anglais. Si vous voulez garder la voiture et l'homologuer, vous pouvez remplir, il y a marqué nouvel acquéreur, vous mettez votre nom, etc. Enfin bon, ça change pas grand chose. Une fois que vous avez votre V5, donc la carte grise anglaise, et que la voiture elle est chez vous, vous l'avez, elle est là, elle a ses plaques anglaises, etc. Comment ça se passe? Il y a plusieurs choses à avoir pour pouvoir faire votre carte grise. Donc il faut votre V5, une facture d'achat de la voiture, il faut un certificat de vente, qui fait aussi gage de facture, parce que des fois c'est un particulier qui vous la vend, il ne vous fait pas une facture. Donc le certificat de vente anglais, il est au même titre qu'une facture. Donc si vous avez l'autre, la facture, c'est tant mieux, mais sinon c'est pas trop grave. Donc le V5, donc la carte grise anglaise, la facture et le cession de vente anglais. Il faudra en France, il lui faudra un contrôle technique français. Donc il faudra bien évidemment lui passer le contrôle technique. Donc attention, sur certains modèles de voitures, il faut changer les phares, parce que vous savez, ou peut-être pas d'ailleurs, une voiture française, elle a un phare qui est je sais plus lequel c'est le phare de droite. Le phare avant droit d'une voiture française éclaire plus haut. Mais forcément sur une anglaise, c'est l'inverse, vu qu'il roule de l'autre côté. Donc avec des feux normaux à l'avant, quand tu doubles quelqu'un, il a l'impression que tu es en plein phare, parce que le phare qui sera dans la gueule du mec d'en face de toi quand tu vas le croiser, c'est celui-là qui sera relevé sur une anglaise. Donc, soit faut changer les phares, ou des fois c'est des faisceaux plats, des LED ou des trucs comme ça, et du coup ça change rien. Donc ça peut être un petit problème pour homologuer. C'est un des seuls problèmes que je connaisse pour passer le contrôle technique. Donc, donc je récapitule. La carte grise anglaise, le V5, le cession de vente avec ou pas la facture. Le contrôle technique français de moins de 6 mois, il vous faudra un justificatif de domicile à vous, au même titre qu'autre chose, votre carte d'identité, votre permis, une assurance, un quitus fiscal, qui est en gros un récapitulatif des impôts, ça se récupère au centre des impôts et c'est gratuit. Il vous faudra un certificat de conformité européen, un COC, que vous pouvez commander sur internet ou chez le fabricant de la marque. Vous allez chez BM par exemple, ça vaut entre 180 balles et 250 balles. Donc vous le commandez, vous leur donnez la carte grise anglaise, vous leur dites voilà, j'ai besoin d'un certificat de conformité pour homologuer ma voiture, ils vous le donnent, ça met une semaine, ou même pas, c'est assez rapide, ils vous envoient votre truc, ou vous pouvez le commander sur internet. Donc ça c'est pas un truc galère, c'est pas c'est éligible ou pas, c'est dans tous les cas vous le commandez, même si la voiture elle est pas, vous l'aurez. Et une fois que vous avez tout ça, donc vos documents, tous vos documents, donc en fait le plus chiant, parce que le contrôle technique c'est classique, la carte grise vous l'avez, le cession vous l'avez forcément, votre carte d'identité vous l'avez, si vous voulez acheter une voiture, votre permis vous l'avez. Donc en gros les deux choses qu'il faut faire en plus de tout ce qu'on a l'habitude de faire pour assurer ou faire les papiers d'une voiture, il faudra le quitus fiscal au centre des impôts et le certificat de conformité européen. Une fois que vous avez fait ça avec votre contrôle technique, vous avez tout rassemblé vos petits papiers, vous allez sur le site ANTS, parce que maintenant vous pouvez plus le faire à la préfecture. Il faudra scanner tous vos documents, tac 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 tac, ils vous mettent environ
18 ans pour vous répondre, c'est la NTS, hein. C'est pour ça que j'ai perdu mon permis, c'est pour ça que j'ai eu plein de problèmes à cause de ça, parce que le site il est gavé de demandes avec tous les gens qui ont des entreprises, des trucs, des machins. Mais maintenant il y a des endroits, des espèces de, comme carte à plaque par exemple, où ils font vos plaques d'IMAT ou vos cartes grises, il y a des garages qui peuvent le faire, mais les homologations, pas tous. Donc vous pouvez vous renseigner, ou sinon vous allez sur le site ANTS, et là il y a un onglet immatriculation, vous envoyez tous vos dossiers, ils vous redisent, par exemple, la carte grise elle est prise en photo de travers, il y a un pli, il faut la refaire. Donc ils vont toujours vous dire il y a un truc qui va pas, donc vous refaites la photo, machin, ou vous l'envoyez en physique, hein, voilà. Vous pouvez faire un peu comme vous voulez, c'est ça qui est quand même pas trop chiant. Ils vous répondent dans un délai long, qui est en général 2 ou 3 mois, ils vous répondent en vous disant ok, veuillez signer un papier, pourquoi les démarches, machin truc, vous signez le papier, vous leur renvoyez, et là ça met quelques mois, et vous allez recevoir votre carte grise, tout simplement. Vous allez recevoir votre carte grise en ayant au préalable, vous êtes acquitté de la somme astronomique d'une carte grise. Bah oui, malheureusement on paye très cher les cartes grises, donc vous allez payer votre carte grise en ligne. Et voilà, donc en gros les seuls frais en plus d'une voiture normale quand vous allez importer une RHD, vous paierez votre carte grise française quand vous allez l'homologuer comme une voiture normale. Si elle a plus de 10 ans, vous la payez moitié prix, ça c'est toujours valable. Vous allez payer votre contrôle technique normal, alors que des fois en France c'est plutôt souvent à la charge du vendeur, mais là ça sera à votre charge de payer le contrôle technique. Et vous allez avoir un certificat de conformité qui est toujours dans les 200 € à peu près, et votre quitus fiscal mais qui est gratuit. Donc faut compter, allez, avec les conneries, le contrôle technique et machin, vous comptez un billet de 300 balles en plus d'une voiture normale pour l'homologuer. Après, renseignez-vous sur s'il y a des problèmes par exemple avec les feux. J'ai les feux qui doivent se faire changer, des choses comme ça. Par exemple, les M3 phase 2, c'est des faisceaux plats, c'est des xénons, donc là, il n'y a plus de problème. Mais les anciennes, par exemple, une E39, un truc comme ça, les réglages sont... Tu peux pas faire le réglage, c'est dans le phare, il faut changer les feux. Enfin, il faut changer les phares avant. Donc voilà. En gros, là, je viens de vous énumérer le plus gros pour ramener une voiture. Après... y a des petites choses que j'ai pas précisées, par exemple le taux de change, comment ça se passe. Soit vous payez par virement international, où vous avez un contrat comme moi, par exemple, moi je sais qu'avec ma banque je peux faire des virements instantanés. Moi quand je suis devant le mec, tac, je dis bah écoute, je te fais ton virement, on attend 20 secondes et il a les sous. Et moi c'est ce que je fais à chaque fois, parce que ma banque, j'ai des options, etc. Parce que j'ai une black card et c'est... Enfin il y a des options qui sont cool par rapport à ça, des gros retraits, des trucs intéressants quand tu manipules de l'argent et que tu fais du business et que tu as une entreprise, c'est beaucoup mieux d'avoir une carte comme ça. Mais si tu ne l'as pas, tu peux faire un virement au préalable et prendre le risque et faire confiance au mec, ce que je les conseille. Soit tu vas là-bas et après quand tu arrives à la frontière, tu tapes taux de change, un truc comme ça, et tu vas trouver un endroit où tu pourras transformer tes thunes. Voilà. Soit ton espèce que tu vas transformer en livres, soit c'est comme une banque où tu mets ta carte et ils vont te retirer des livres sterling. Pour les gros montants, c'est un peu plus chiant parce que c'est comme en France, tu peux pas retirer 40 000 livres comme ça, quoi. Mais bon, en général, quand on va en Angleterre, c'est jamais pour lâcher plus de 20 000 balles. Hein. En général, c'est des voitures qui sont en dessous parce qu'au-dessus, c'est moins intéressant. Par exemple, une Audi R8, tu vas gagner 5-10 000 balles, c'est pas ouf. Une Lamborghini, une Ferrari, des fois, par exemple, tu prends une Testarossa, c'est plus cher là-bas. Donc, tout ce qui est Ferrari, Lambo, machin, les grosses caisses, c'est pas intéressant. Les Maserati, un petit peu. Mais tout ce qui est voiture classique, là par contre c'est vraiment intéressant. Les Porsche, les Cayman, les Cayenne, les Panamera, les Audi A8, les Audi RS5, tout ce que vous voulez, les C63, tout ça. Mais dès que ça commence à être des grosses caisses, là c'est plus intéressant. Donc en gros, voilà, je pense avoir parlé un petit peu de tous les points pour importer une voiture. Donc voilà, c'est quand même... comparé à juste je vais chercher une caisse, la différence sur le bon coin c'est que tu les payes plus cher, mais par contre voilà, tu prends la route, tu fais 3 heures, enfin ça dépend combien d'heures tu fais, mais tu vas chercher la caisse, tu la payes, tu fais ta carte grise, c'est terminé. C'est sûr qu'en Angleterre c'est une démarche qui est beaucoup plus longue, c'est plus chiant, faut l'homologuer, il y a plein de papiers à faire, etc. Mais ça peut valoir le coup, et puis des fois il faut aussi se dire bah vas-y, tu vois, je le fais. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça les amis? Il faut retenir que d'importer un véhicule anglais avec le volant à droite, c'est bien pour l'aspect financier, ça permet à certains qui auraient voulu acheter une 320D de se dire finalement je vais m'acheter une M3 pour le même prix mais parce qu'elle sera anglaise. Donc bien évidemment c'est un choix, il faut que ce soit fait d'une manière réfléchie, parce que oui, il y a le volant à droite, il y a une homologation à faire, il y a de la paperasse, il y a un contrôle technique, il y a plein de choses à faire, il faut aller là-bas, il faut parler anglais, à moins, j'en ai pas parlé, de passer par un importateur. Vous pouvez passer par un importateur, alors après tout dépend du prix qu'il prend, en général c'est toujours rentable, même s'il prend 1500 balles ou 2000 balles, vous pouvez passer par un importateur, et du coup, lui vous lui payez un acompte,
ou la totalité, tout dépend comment vous arrangez avec lui, et lui il s'occupe de tout. Il vous trouve la caisse, ou alors vous lui dites bah, j'ai trouvé cette voiture en Angleterre, est-ce que tu peux l'appeler, je parle pas anglais. Et l'importateur, lui, il va aller chercher la caisse, la ramener, il va demander les photos au mec, du bas de caisse rouillé, etc. Et après c'est lui qui s'occupe de tout, et sauf que la voiture, bah, au lieu de la payer 15 000, tu vas la payer 17, tu vois ce que je veux dire. Donc en gros voilà, c'est un peu ça la différence avec un importateur, mais au moins tu te fais pas trop chier. Après, ce qu'il faut savoir dans tous les cas pour un RHD, c'est que c'est une démarche qui est plus longue, c'est une démarche qui coûte de l'argent comparé au prix que tu vois sur le site anglais. Il y a un taux de change. Il faut savoir que par exemple, si tu prends 10 000 livres sterling, ça fait, on va dire, 11 800 € en gros. Ça dépend, le taux de change, il peut varier, etc. Mais en gros, tu comptes fois 1,2. Si tu trouves une caisse à 20 000 sur ta calculette, tu fais 20 000 fois 1,2. Et tu sais que tu seras toujours à 300-400 balles au-dessus. Donc voilà. Il faut que ce soit une démarche sérieuse, il faut que vous soyez sûr de... Voilà, il faut vraiment prendre du recul, le temps de bien analyser tout le bazar. Mais si vous parlez anglais, que vous avez une copine qui parle anglais ou un pote qui parle anglais, mais lancez-vous. Allez vous faire l'aventure d'aller en Angleterre, vous allez taper un délire entre potes, vous allez ramener une caisse. Voilà. Et si vous êtes là-bas, que vous avez dit ouais, on a fait de la route, on a dormi une nuit en Angleterre et tout, je reviens dans tous les cas avec la caisse. Des fois, il faut savoir aussi se dire non, c'est une poubelle, je la prends pas. Mais en général, je vous dis, elles sont quand même assez propres. Donc voilà, je pense d'avoir fait le point sur toutes les démarches pour aller chercher une anglaise, le pourquoi du comment, l'envie, etc. Après, bah voilà, c'est une question d'envie, c'est une question pour moi avant tout financière. Moi, je trouve ça trop cool aujourd'hui qu'on puisse se faire plaisir avec des putains de caisses pour la moitié du prix. Donc c'est pour ça que j'ai eu beaucoup d'RHD. J'ai eu aussi des grosses caisses volant normales, on va dire. Mais j'ai eu beaucoup d'RHD parce que ça permet d'avoir des bolides pour pas sortir le même billet que si tu l'avais acheté en France, quoi. Donc voilà. Et pour la revente, faut pas trop s'inquiéter, je dirais, pour les voitures qui sont jusqu'à 20 000 balles, faut pas trop s'inquiéter, ça se vend quand même assez vite. Après, pour les voitures qui sont au-dessus de 20 000 €, je pense que c'est un peu plus chiant à vendre parce qu'il faut quand même, par exemple, une M4, tu vois, j'ai failli importer une M4 là il y a pas longtemps. Et je le fais pas parce que j'en ai trouvé une. Je vous mets d'ailleurs tout de suite la photo. Elle est noire, elle est magnifique. Mais je le fais pas parce que je me dis que la voiture en France, elle vaut 55. Voilà. Elle a 70 000 km. Là, moi, je la touche à 28. Ramenée en France, tout fait, et tout, etc. Elle me revient à 28 000 €. Donc c'est sûr, 28 000 € pour rouler avec une M4 qui a les ailerons en carbone, qui a déjà les grosses jantes, qui est déjà belle et tout, c'est sûr que c'est rien. Mais 28 000 €, bon, faut se dire, bon, faut pas faire ça pour rien. Si soit tu roules avec et tu te dis, bon, je vais la revendre le même prix. Non, mais bon, moi, dans l'idée, ça aurait été de me faire un petit billet dessus. Je me dis, oh, écoute, faut la vendre au moins 32, tu vois, histoire de sortir 3-4 000 €. Et je me dis que 32 000 € pour une RHD en France, c'est quand même difficile de trouver le gars qui va te dire et qui va te poser 32 000 balles pour une voiture RHD. Je pense que le RHD, c'est bien. Pour des budgets entre 10 et 20 000 € max, pour moi le bon billet c'est 10-15 000. Pour moi c'est vraiment le top, tu es sûr de la revendre tout de suite. Et même en dessous, il y a plein de Civic, des Honda, etc. Je connais pas trop ces modèles-là, parce que c'est pas mon délire, mais je sais qu'il y a beaucoup de voitures de ce genre-là, les Honda S2000, tout ça qui se revendent en RHD. Et là pour le coup c'est intéressant, c'est des voitures qui se vendent assez vite, quoi. Donc voilà. J'espère avoir fait le tour, les amis, à vous avoir éclairé sur l'achat d'un RHD. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma petite chaîne YouTube. On se retrouve dimanche, les amis, dimanche 15, oui, dimanche 15, à ma boutique éphémère. Vous aurez des petites surchemises comme ça. Il y aura plein de choses. J'en ai déjà parlé. Si ça vous fait plaisir, c'est ma deuxième boutique éphémère que je fais. Tous ceux qui n'ont pas pu venir à Strasbourg, bah, vous pourrez venir là. En plus, c'est bientôt les fêtes de Noël. C'est l'occasion de faire un petit cadeau de Noël. Il y a des petites voitures télécommandées, des petites casquettes, il y a un petit peu tout pour se faire plaisir. Alors n'oublie pas de t'abonner, mon ami. Je t'embrasse. Merci pour votre soutien. Merci pour vos bons commentaires, les amis. Ça me fait plaisir. Et c'est vraiment ça qui pousse à toujours faire des vidéos et qui donne vraiment l'envie de ouf. Donc merci les potes. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne soirée. Allez, topette! J'arrive dans le terrain du camping, je vois pas quoi, mon cousin en train de défoncer l'auto de ses morts. Il a prendu un arbre avec, je l'ai vu carrément, il l'a fumé sur place, le il a rien à branler, c'est pas la sienne, mais Seigneur, si je le prends dans les mains, je vais le tripaner carrément, il va vomir ses tripes, le bâtard de mort.